Donc, on attaque cette deuxième partie de restitution, qui sont des résultats d'ateliers. Et on commence donc par notre premier atelier, la 3D comme réponse à des questionnements SHS. Il y a une enquête qui a été réalisée et c'est le bilan de cette enquête qui va nous être présenté. Merci beaucoup. Voilà, donc notre atelier, comme il s'indique, il travaille sur les usages de la 3D en SHS, dans les différents domaines de recherche du SHS. On est donc à l'heure actuelle quelque chose comme 8 participants actifs. Et donc, comme le disait Xavier, je vais vous présenter là les résultats d'une enquête qu'on a menée en 2023. Alors, cette enquête, son objectif, c'était en fait d'établir un état des lieux des usages de la 3D dans les différents domaines de recherche des SHS. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait dépasser le cadre de l'archéologie et du patrimoine et atteindre les différentes disciplines qui avaient pu investir la 3D dans leur recherche. Donc, pour ce faire, on a édité un questionnaire en ligne qui a été diffusé d'une part par l'INSHS auprès de tous les laboratoires qui y sont rattachés, et puis on a essayé aussi d'atteindre l'ensemble de la communauté des humanités numériques par le biais de listes de diffusion du style Digital Humanities, Consortium 3D, CARE, NASA, etc. Et il est donc resté en ligne, disponible en ligne durant une période de 6 mois. Alors notre objectif, c'était en fait d'identifier les acteurs de la 3D, leurs domaines de recherche dans lesquels ils ont investi la 3D, les financements et aussi l'usage de ces financements. Donc, c'est les 2 premiers chapitres de notre questionnaire. Et on a voulu aussi recenser les processus de travail, donc en gros les chaînes opératoires, les résultats qui en ont découlé, dont les résultats qui nous intéressaient, c'était donc les résultats inattendus qui ont été spécifiquement obtenus grâce à la 3D et qui n'auraient pas pu être obtenus autrement, et leurs apports à la recherche. Il a également, alors ça c'est les points 3 et 4, il a semblé important aussi d'évaluer les habitudes de la communauté dans les domaines de la sauvegarde des données et de leur mise à disposition. Et on a voulu comprendre aussi les causalités du non-recours à la 3D, qui est parfois choisi et parfois subi, ainsi que les attentes et les souhaits d'évolution future. Mais surtout, notre objectif phare, c'était de mettre en évidence l'implication de la 3D en SHS comme technique heuristique, donc à même de permettre des avancées scientifiques impossibles à atteindre autrement. Alors évidemment, pour vous ici, ça vous paraît évident, mais on a cherché à atteindre, nous, une communauté qui peut utiliser la 3D sans être forcément des francs spécialistes de la 3D. Et ce qu'on voulait savoir, c'est qu'on voulait discriminer un petit peu quand était utilisé l'outil 3D comme outil de recherche, et puis quantifier cet usage-là par rapport à d'autres usages comme la valorisation, la médiation, l'enseignement, etc. Et ensuite, évidemment, identifier la nature des avancées scientifiques obtenues par ce biais. Alors, les résultats de l'enquête, par le biais de ce questionnaire, on a donc obtenu 51 réponses, ce qui peut paraître peut-être pas beaucoup, mais qui regroupe en fait une variété institutionnelle qui est par contre très intéressante, c'est-à-dire qu'on a eu 38 organismes différents qui ont répondu. Nos questions, les 51 réponses, en fait, se répartissent sur 62 projets, puisqu'il pouvait rentrer plusieurs projets par réponse. Donc, dans les organismes, on a évidemment le gros du lot, ce sont les structures CNRS, avec 18 UMR, une MSHS CAMOM, 3 unités d'appui à la recherche, une unité de recherche qui est en fait un laboratoire de linguistique, CRISPO, qui est basé sur l'université de Caen. On a 4 structures universitaires françaises, dont 2 équipes d'accueil et 2 laboratoires, dont le CIRER. L'INRAP a beaucoup répondu aussi. 5 services d'archéologie régionaux, 2 DRAC Nouvelle-Aquitaine-Bretagne, 2 DRASM Marseille, et puis 2 collectivités territoriales. Et alors, par le biais de ces diffusions, on a pu également toucher une société privée spécialisée en architecture et aménagement de l'espace,
Et puis également 3 établissements situés à l'étranger, École française d'Extrême-Orient, École polytechnique fédérale de Lausanne et Université de Montréal. Donc avec ça, on estimait quand même qu'on avait un panel qui était assez représentatif des établissements utilisant la 3D. Alors si, du côté des disciplines qui ont répondu, ben, on voulait un petit peu dépasser le cadre de l'archéologie et du patrimonial, mais force est de reconnaître que c'est quand même le gros des réponses a été en archéologie et préhistoire, sachant également qu'on a eu de l'anthropologie biologique qui est en fait très liée à l'archéologie aussi, donc il faudrait la rajouter à nos choses. Et on a eu par contre une surprise, ça a été l'apparition de la linguistique qu'on n'attendait pas du tout dans les domaines de la 3D, mais effectivement on a eu ça. Par contre, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que si on veut élargir un petit peu les usages de la 3D en lien avec les SHS, il faudrait peut-être se tourner vers des projets qui sont menés par d'autres disciplines, pas forcément alliées aux SHS, mais qui travaillent en interface avec les SHS. Les domaines médicaux, par exemple, en psychologie, on avait vu des choses avec la rétrospective sur ça. Par exemple, et dans nos domaines archéologiques, il est bien évident qu'en anthropologie biologique, beaucoup de laboratoires, pour l'essentiel, ils sont minés aussi. Donc là, il y a une question qui se pose à ce niveau-là. Ça va être un débat qui va être un petit peu à mener. Alors, pour ce qui concerne les financeurs commanditaires et puis l'origine des financements, on a mis un peu les deux graphes là, côte à côte. Parce qu'on a, on voit pour les origines des financements, c'est assez représentatif, je dirais, de la recherche sur projet qui nous est plus ou moins imposée désormais, c'est-à-dire la variété des financements, de l'origine des financements. Et on voit que, évidemment, les institutions publiques, en particulier le CNRS, les universités, les UMR, les MSH, sont fortement majoritaires, on le sait, parmi les usagers et aussi parmi les financeurs de la 3D. On a 50% au total en comptant les instituts français à l'étranger, 60% en comptant les ministères. Et les collectivités territoriales, en fait, représentent à elles seules 19% des commanditaires. Et ces collectivités territoriales, si elles sont minoritaires comme usagers directs, c'est-à-dire comme pratiquant elles-mêmes la 3D au niveau technique, elles apparaissent par contre majoritaires par rapport aux financeurs parce qu'elles sont à elles seules, elles font 28% des financements. Et enfin, des participations au financement. Et alors Sabine, avec qui on a monté cette présentation, elle a voulu s'amuser à faire un focus sur les projets CNRS, portés par le CNRS. Et alors donc, en fait, les collectivités territoriales participent au financement de 62% de nos projets. C'est pas rien, quoi. Alors, l'origine et puis les montants qui sont alloués. Alors, l'origine des montants présente également une motivation très variée. Donc, comme je le disais, qui représente assez exactement les efforts demandés par les organismes publics dans la recherche de budget par le biais de financement sur projet. Et donc, j'attire l'attention sur le fait que les fouilles programmées, depuis leur origine, c'est ça en fait, parce qu'on a toujours été obligé d'aller chercher les sous un peu à droite et à gauche. On a donc désormais un tiers des projets qui intègrent l'usage de la 3D qui sont soutenus par des financements supérieurs à 50 000 € venant des ANR, IDEX, LABEX et de fonds européens. Alors, je précise que dans ces financements, le montant des financements, ce n'est pas le montant destiné à la 3D, mais le montant des projets globaux, en fait. À l'inverse, on va retrouver un cinquième de ces projets qui sont sans financement du tout et qui reposent alors essentiellement pour la 3D, soit sur du matériel qui a déjà été acquis, soit aussi, il faut le savoir, sur le fait que le personnel va utiliser son propre matériel et qui va bidouiller ses trucs parfois en dehors de son temps de travail. Donc on sent qu'il y a une demande des agents auxquels les structures ne peuvent pas forcément répondre au niveau budgétaire souvent. En effet, on a quelque chose comme 70% des structures qui, si elles utilisent la 3D, n'investissent pas dans la 3D au niveau matériel, etc. Et quand ils investissent, c'est majoritairement dédié à l'acquisition d'appareils photo et de logiciels dédiés à la photogrammétrie, en fait.
Et on a également des financements qui sont inférieurs à 1 000 euros, et qui sont souvent portés par les UMR et destinés à couvrir les frais de mission dans les campagnes d'acquisition. Après, dans les matériels utilisés et matériels financés, on a mis en correspondance les deux graphes. Alors, comme je vous le disais, la photogrammétrie, donc, elle présente un succès indéniable, effectivement. Et donc, on voit que c'est l'essentiel, d'un côté, des matériels utilisés et également l'essentiel des matériels financés. Et alors, il faut aussi dire que ces résultats sont c'est un résultat qui est en cohérence avec la part prise par les disciplines liées à l'archéologie dans les réponses à notre enquête, bien évidemment. Après, j'ai voulu mettre le point sur les différentiels qu'il peut y avoir entre les matériels utilisés et les matériels achetés, qui concernent évidemment les matériels les plus chers. Donc, vous avez dans les petits carrés rouges les scanners laser terrestres et les scanners surfaciques, qui sont beaucoup plus utilisés qu'achetés. Et puis, dans le grand carré vert, vous avez des choses qui sont utilisées par location, prêt, etc., mais non achetées, hein, parce que pour acheter, réaliser une salle de réalité virtuelle, il y en a une aussi rêve, quoi. Donc, voilà. Donc, on s'était interrogé aussi sur les objectifs de la modélisation. L'objet modélisé, pourquoi il est modélisé? Alors là encore, les résultats sont conformes au fait que c'est surtout l'archéologie qui a répondu. Donc, on a une prédominance, évidemment, de sites archéologiques, 53% qui ont été modélisés, et leurs artefacts, 37%. Donc, dans ces artefacts, on a 27% qui concernent les céramiques, 19% du matériel lithique. Et donc, l'emploi de la 3D pour leur étude se permet d'affiner les analyses typologiques et leur mode de fabrication. Sabine nous a montré quelque chose de très intéressant hier sur la fabrication de moules de statuettes. Ressortent également les numérisations de collections ostéologiques, 23%, dans l'objectif en fait de faciliter et d'affiner les analyses morphométriques et en anthropologie funéraire et en archéologie. C'est là où, effectivement, les disciplines innées vont être intéressantes à intégrer. On a l'usage de la tomographie aussi qui apparaît pour l'étude de la structure interne de ces artefacts et ossements. Les modèles surfaciques produits à partir de tomographie sont également employés pour la construction de collections de référence et à des fins pédagogiques afin d'éviter les manipulations des objets réels. Dans 16% des cas, la numérisation en 3D de ces collections est couplée avec celle du site dont ils proviennent. Donc, ça permet alors de les repositionner virtuellement dans leur environnement pour une analyse spatiale et taphonomique, mais également dans le cadre de projets de médiation. Là encore, Sabine nous a dit hier. D'autres objets plus contemporains, 8%, concernent notre patrimoine industriel avec la numérisation de mécanismes d'horlogerie, en particulier de machines, ainsi que de matériel provenant de mines. Alors, pour ce qui concerne les attendus et utilisations et résultats, on a voulu comparer entre ce qu'on attendait de la 3D, comment on va faire pour obtenir les résultats, et puis la relation entre les attendus et les résultats. Est-ce qu'on a bien obtenu ce qu'on attendait ou pas? Et c'est là où on a vu apparaître aussi des résultats, en fait, inattendus. Alors là où c'est un peu rassurant, c'est que si la conservation et la médiation avec les expositions, conférences, visites de sites, ça représente une part quand même importante des attendus, avec respectivement 17 et 16% des intentions d'usage de la 3D, les données 3D sont quand même bien perçues comme un apport scientifique, puisque l'analyse des données, qui sont les encadrés en jaune de ce tableau-ci, représente à eux tous 50% des attendus. Et on verra également que l'apport de résultats spécifiques nouveaux qui ne faisait pas partie des attendus initiaux, est attesté, en fait, confirmant la capacité heuristique de la 3D dans les domaines de recherche des SHS. Alors, au-delà des attendus, il y a eu aussi, pour les gens, l'apparition de problèmes nouveaux, c'est-à-dire que l'usage de la 3D a engendré des recherches associées, 15% des usages et pratiques, avec le développement de méthodologies ou de logiciels. Donc ça, ce sont mon encadré en vert ici et là. Et donc, c'est le cas le plus souvent, par exemple, qui ont été nécessaires pour pouvoir pratiquer, quoi.
Et c'est le cas le plus souvent pour l'étude de collection, mais aussi la mise en place de protocoles d'acquisition. On a eu par exemple une réponse sur l'usage de LIDAR sur des iPads, donc ils ont développé un truc, ou d'analyse des données avec du SIG 3D, etc. Et on rencontre également le cas d'un développement logiciel dans le cadre de la linguistique, avec la création d'un viewer 3D pour observer le champ sémantique d'un mot. Ça, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et là où c'est, bon voilà, on a donc en gros 80% de l'utilisation des données qui concernent quand même la recherche pure. C'est ce dont on voulait vraiment s'assurer, ce sont ces deux rectangles orangés là à droite. C'est-à-dire que la 3D, dans les communautés SHS, ne sont plus vues que comme quelque chose qui facilite la médiation, même si c'est toujours le cas, que c'est super important. La recherche est vraiment maintenant bien perçue, quoi. Et puis, bah, évidemment, dans nos domaines archéologiques, la 3D est également attendue comme adaptive au relevé de terrain et à la construction de visuels. Hein, ça représente 39% des attendus, avec la photogrammétrie évidemment. La médiation scientifique a également évolué grâce à ces nouveaux moyens de restitution 3D, réalité augmentée, cartographie, etc. Donc, je vous parlais du viewer développé par Crispo. Alors là, je leur ai volé un visuel sur leur site que j'ai retravaillé pour les couleurs sur Photoshop pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, j'ai pris l'exemple du mot maison. Et alors, ils étudient en fait l'évolution des sens, les raccords de sens des différents synonymes du synonyme maison pour pouvoir, alors je vois qu'il y a un monsieur qui opine, hein, si je dis des bêtises, vous me corrigez, pour pouvoir établir en fait des familles de sens qui vont être ou non raccordées. Alors ça se répartit sur les trois axes. Hein, et on voit par exemple à droite, on a un domaine domestique et sociétal finalement qui regroupe 3 à 4 familles de sens, et ce qui permet effectivement d'étudier, ben voilà, ça permet de visualiser finalement l'origine, les glissements sémantiques, et je suppose que bon, pour la linguistique, ça permet d'avancer plus loin dans l'analyse des mots. Alors, les domaines de recherche, donc au-delà de l'archéologie et de la préhistoire, on a donc eu, on vient de le voir, la linguistique, avec comme avancée scientifique une compréhension approfondie du sens des mots par l'étude des glissements sémantiques des synonymes. Mais on a eu d'autres disciplines, histoire, philosophie et sociologie des sciences, pour lesquels on voit que le développement sensoriel pour l'étude des systèmes industriels modernes et contemporains. Alors on avait déjà vu du temps de Virtual Retrospect des développements sensoriels pour restituer en 3D des mondes urbains, médiévaux ou autres. On ajoutait le son et là on voit des développements nouveaux là-dedans, mais aussi pour l'étude de machines et de systèmes d'horlogerie. Comme autre discipline, on a les études classiques, avec évidemment le CIREV, la maquette de romantique, et puis on va avoir des développements méthodologiques aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des prévisions et modélisations, par exemple, des effets de catastrophes naturelles pour les inondations. Donc ça, ils ont fait des vidéos qui sont assez terrifiantes. Et puis eux travaillent sur les machineries antiques. Donc on voit qu'en fait, outre la recherche méthodologique, on voit on a aussi la validation d'hypothèses, la modélisation de phénomènes associés à l'usage de la 3D qui ont permis des avancées scientifiques majeures. Donc, je vous ai donné les exemples. Et donc, en anthropologie biologique, c'est la compréhension de l'évolution humaine depuis les hominidés. Et puis, en archéologie et préhistoire, on voit que pour ceux qui ont répondu, bien sûr, les avancées méthodologiques et scientifiques permises par la 3D, c'est surtout en archéologie du bâti et restitution volumétrique des bâtiments. Il y a aussi des choses dans le calcul de volume des grottes. Et puis beaucoup dans les comparaisons d'artefacts céramiques et petits mobiliers pour affiner les typologies, les modes de fabrication.
Et donc, pour ces deux disciplines, l'usage de la micro-tomographie et de la 3D surfacique permettent donc une meilleure compréhension des populations, de leur production et de leur gestion du territoire. Et puis, ça autorise aussi de pratiquer la spatialisation des données qui amène aussi des résultats autres. Donc, en conclusion, je dirais des apports scientifiques de la 3D. On a pu, cette année 2023, mettre en évidence des rapports entre les technologies qui avaient été mises en œuvre et puis les types d'analyse scientifiques et des résultats obtenus, ce qui va nous amener pour le futur de cet atelier, dans la mesure où le consortium 3D se poursuit, à travailler sur les chaînes opératoires maintenant. Alors, l'accessibilité des données, alors ça, c'est le gros point faible qui ressort de l'enquête pour ce qui concerne l'usage de la 3D en SHS. C'est-à-dire que dans 69% des projets recensés, on observe l'absence de politique de gestion, de conservation et de partage des données, l'absence de plan de gestion des données 3D. Et parmi les données 3D archivées et diffusées via une plateforme de dépôt, on retrouve majoritairement le conservatoire des données 3D, mais cela ne concerne que 11% des projets représentés dans cette enquête, en fait. Alors, les freins et difficultés, la grosse surprise qu'on a eue dans l'enquête, c'est qu'on a eu des non-usagers de la 3D qui ont répondu pour nous expliquer en fait pourquoi ils n'utilisaient pas, quels étaient leurs problèmes et leurs souhaits pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'était quand même très intéressant, effectivement. Et alors, sans surprise, évidemment, le coût des équipements pour tous, le coût des équipements et des logiciels à l'achat, le temps et le coût des maintenances, le temps nécessaire à la formation et surtout à la veille technologique qui sont des obstacles principaux. Alors, par rapport à la réunion qu'on a eue hier, en fait, on s'aperçoit que dans notre enquête, il y a une forte demande de logiciels libres. On se plaint du coût des logiciels, mais visiblement, la communauté ne connaît pas l'existence de logiciels libres déjà existants. En fait. Donc là, il y a un travail effectivement à faire pour le faire connaître, en fait. Et puis, alors, on voit que l'accès à la formation est le deuxième point le plus cité, les problèmes d'accès à la formation, finalement. Et le besoin en personnel formé est également fortement plébiscité, parce qu'en fait, le problème qu'on a aussi, et ça peut être le reflet, en fait, d'une crainte, c'est-à-dire que l'usage de la 3D, c'est devenu tellement complexe, lourd et chronophage, que certains agents peuvent avoir peur d'être amenés à finalement devoir changer de métier du fait qu'ils usent de la 3D. Et de même, pour certains laboratoires, si on fait des achats de matériel coûteux, genre un bras scanner laser 3D, Faro, vu la difficulté d'obtenir des personnels dédiés à ça, ça peut être perçu comme un risque que le laboratoire soit obligé d'imposer des changements de métier à certains agents. Donc ça va être des freins, effectivement, des craintes qui peuvent être un frein à l'usage de la 3D. Alors, parmi les souhaits et évolutions futures, en fait, dans ces souhaits, on peut arriver aussi à voir que le stockage des données, leur gestion numérique, qui sont en fait pas faites, compatibles avec leur diffusion et leur partage, ça dépasse souvent les compétences des acteurs de la 3D, qui sont tous venus de métiers divers, en fait, et qui souhaitent continuer à exercer en priorité. Là aussi, les aides qui peuvent être apportées par le consortium 3D, c'est à diffuser largement pour que la communauté soit au courant. On a un petit clin d'œil à certains répondants qui nous ont demandé que leur grand rêve pour le futur, c'était de pouvoir se passer de la 3D. Alors ça, c'était un peu le reflet des difficultés, du lourdeur, des processus d'acquisition et de traitement des données qui sont un frein aussi. Et puis, dans les souhaits, comme je disais tout à l'heure, les logiciels open source qui représentent à eux seuls 20% des souhaits pour le futur. Et donc, on voit que ceux qui existent déjà ne sont pas trop connus. Ce qui est demandé aussi, ce serait des logiciels tout en un, ainsi que l'automatisation des tâches, c'est-à-dire faire en sorte qu'un non-spécialiste puisse arriver à faire des choses valables pour la recherche quand même. Des choses comme ça, voilà. Alors donc, du coup, pour le projet pour le futur C3D, pour nous, dans l'immédiat, ça serait de restituer des chaînes opératoires, de dresser un état des lieux des pratiques en fonction des disciplines, d'identifier les différents types d'interactions avec l'objet 3D.
Alors, ce dont on discutait en atelier ce matin, c'était que peut-être, au lieu d'essayer de se disperser, de vouloir atteindre la totalité des disciplines en SHS, parce que là, il y a un gros travail encore pour arriver à les atteindre, c'est peut-être d'identifier les pratiques déjà dans la discipline archéologique qu'on connaît bien, pour pouvoir ensuite être à même d'interroger d'autres disciplines. Et pour ces autres disciplines, il nous faudra forcément découvrir des personnels de ressources qui pourront nous aider à décrire ces chaînes de données, ces chaînes opératoires qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on se propose aussi de les documenter dans Memoria, mais surtout SSH Open Marketplace, hein, parce qu'on a bien compris que c'était celui-là qui était important. Et alors après, pour ce qui concerne le recours à l'intelligence artificielle, elle a été assez peu abordée dans l'enquête. On la retrouve dans les souhaits rêvés pour seulement 3%, mais elle est également induite finalement dans la demande d'autonomisation des tâches. Donc on se propose aussi de s'emparer de cette question, de dresser un état de l'art afin de mieux cerner les apports scientifiques possibles, son incidence sur les méthodes et les résultats, mais aussi l'impact environnemental que ça peut représenter toujours dans le but de ne pas occuper un espace trop important. Voilà. Termine la présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Sinon, je dis tout de suite, j'en ai plus que nous deux. Oh, il y en a. Je peux fermer ça. Voilà. C'est simplement sur les acteurs, on voit bien que c'est aussi très politique le fait de pouvoir disposer d'outils 3D qui sont performants, lesquels coûtent très cher, etc. Donc en fait, c'est des plateformes technologiques et on voit bien que le rôle des universités, des institutions est essentiel. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse là-dessus ou en quoi le consortium pourrait sensibiliser les présidents d'université, par exemple, mais l'ensemble des institutions sur le fait d'avoir des plateformes 3D et qui seraient en lien avec le SHS. Ça existe plus sur les questions de formation industrielle, des choses comme ça, mais est-ce que le consortium n'a pas un rôle à jouer dans ce sens-là? Alors justement, ça a été un peu ma surprise quand on a analysé les résultats, c'est-à-dire que par rapport à ces demandes et ces freins, cette demande-là, elle n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment pensé, mais c'est vrai qu'on a des organismes sur CNRS et les MSH, effectivement, qui peuvent... C'est vrai que la réponse, ça serait de multiplier dans toutes les régions aux ONUS, quoi. Voilà, quoi, ce serait la réponse, effectivement. Alors oui, je pense que le consortium 3D, là... Oui, mais ça faisait partie des remarques, c'est qu'il y a un énorme besoin de formation, c'est un élément qui est au cœur du qu'on avait posé. D'ailleurs, la présentation de la formation qu'on fera tout à l'heure, on la fera plutôt vendredi matin, intégrée au futur. Ça me permet de gagner un peu de temps ce soir. Voilà. Voilà, donc on voit qu'il y a d'énormes besoins de formation pour pouvoir faire connaître ces éléments-là. Et pour moi, il y a une question corollaire, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés par des collectivités, etc. Et c'est la sensibilité, comment faire en sorte que ces collectivités soient sensibles à ce coût-là, ce financement-là, notamment aussi la prise en compte de la préservation des données. C'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a un projet lancé par une RAC, etc., qui ne met pas dans le cahier des charges le fait qu'il faut préserver les données, déjà ça ne sensibilise pas. Il faudrait que ça soit sensibilisé. Pour moi, ça fait partie des choses où il faudrait que ce soit des ANR, que ce soit tous les projets devraient avoir une case financement de la préservation qu'on pourrait récupérer pour pouvoir faire fonctionner les plateformes de conservation, etc., Humanum, etc. On arrive aussi à récolter une somme financière qui permettrait de faire. Mais force est de constater que c'est pas pris en compte du tout par beaucoup de financeurs.
Alors c'est vrai aussi que si on avait des services un peu comme il y a à la MOM, hein, dans le service de Sabine, des services communs, ça permettrait de mutualiser les achats, ça permettrait, et ces services-là, eux, bah, effectivement, c'est quelque chose auquel ils seraient sensibilisés, quoi. Non, je disais à la MOM, je ne suis pas service commun. Oui, non, parce que tu es à Arc et Orient, mais je veux dire, à la MOM, il pourrait y avoir, quoi. Non. C'est la question que je me posais, moi. Oui, et puis c'est le rôle des MSH aussi, à renforcer, Ben voilà, etc., qui maillent le territoire et qui pourraient être des acteurs, des relais de consortium, de tout ce que l'on fait, des plateformes, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a identifié aussi dans le projet et qui pourrait arriver à la question. Une réaction, une question. Alors, dans le micro, la réaction, c'est les messages comme relais. On va continuer les messages à Besançon ou à Dijon, et le problème, c'est pas les équipements. Les équipements, on les a, la formation, on les a, on peut le faire. Le problème, c'est qu'il faut les gens pour le faire. Quand on se tourne vers le CNRS, il n'y a pas de poste. Quand on se tourne vers les universités, la réponse est la même, c'est qu'il n'y a pas de poste. Ben oui, c'est ça. C'est faire ce des qui formations, faire des acquisitions. Est-ce que c'est les régions et les collectivités territoriales qui financent? Parce que l'ANR ne finance pas d'acquisition pour la numérisation 3D. C'est la région qui le finance, c'est le musée qui le finance, c'est les villes. C'est pour ça que les résultats des enquêtes sont. Nous, nos clients, si on peut parler de prestations, quand on a eu le message, c'est les musées régionaux. Et ils se tournent vers nous, c'est jamais la l'ANR, on sait là ce qu'ils veulent financer. Jamais. Oui, c'était un des points qui apparaissait dans l'enquête, c'est que effectivement, c'était par le biais de la valorisation, du besoin en valorisation, c'est ça qui dynamise finalement l'accès à la 3D, effectivement, parce qu'on arrive à brancher la recherche sur ces financements-là, effectivement, ça c'est effectivement très important. Une dernière question pour vous. Une dernière question, mais en fait un commentaire, c'est sur la question de la formation, il y a aussi par exemple la question de la formation des doctorants. Et en fait, par rapport au SHS, on voit bien qu'il n'y a pas d'école doctorale où on peut inscrire des étudiants avec un parcours, une option qui s'appelle humanité numérique, par exemple. Donc, on peut élargir. Et humanité numérique n'existe pas de façon effective dans les écoles doctorales, en tout cas en Bretagne, c'est impossible. Par contre, j'ai vu que l'Université de Montréal avait répondu, et eux ont mis en place un système où on peut faire, par exemple, de l'histoire, des humanités numériques, et c'est reconnu en tant que tel, parce que, effectivement, s'il y a l'humanité numérique, en fait, c'est pas reconnu non plus dans les différentes sections. Voilà, donc il y a aussi des problèmes de reconnaissance de cette articulation entre SHS et quelque chose qui est de l'ordre du 3D ou des humanités numériques. Avant de passer à la question suivante sur le problème de formation, il me semble que du côté de trajectoire, il y a un master associé qui est plutôt magnifique. Oui, voilà. Donc, il en existe au moins un sera récompensé.